Bienvenue sur Chien et Remote d'Emploi. Aujourd'hui, je suis avec Joël Cabrivière. Bonjour Joël. Bonjour Audrey. Donc aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser à ton livre, Planète Chien. Avec plaisir. Donc du coup, j'aimerais justement savoir un peu ton parcours, justement avant ce livre. Alors, avant, il se trouve que j'ai un petit peu travaillé dans l'industrie pendant quelques années, parce que il fallait bien faire bouillir la marmite aussi. Passionnée par les chiens, mais comme normalement. Et puis, j'étais dans un métier où on travaillait pas mal en intelligence artificielle d'un côté, donc avec tout ce qui est question d'apprentissage et de résolution de problèmes, et surtout en support client. Et là, je me suis rendu compte que les problèmes des maîtres se présentaient de la même façon que les problèmes des utilisateurs d'ordinateurs. Et qu'on pouvait trouver des tas de points communs pour arriver à les résoudre. Et en particulier le manque de connaissances et le fait que ce qu'on ne connaît pas peut quelquefois surprendre beaucoup. Et donc les gens souvent disent l'ordinateur m'a fait ça. Mais non, l'ordinateur a été programmé, il fait ce qu'on lui a dit de faire ou ce que sa nature d'ordinateur l'amène à faire. Et de la même façon, très souvent, les problèmes avec les chiens viennent du fait que le chien c'est un petit bout de nature qu'on a rentré chez soi et où il faut un peu comprendre comment il fonctionne avant de le casser. Parce qu'on casse souvent son ordinateur, on peut aussi casser son chien. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené du coup à écrire Planète Chien? Eh bien, le désir de partager quelque chose que j'avais trouvé tout à fait par hasard avec un immense coup de chance, c'était que je travaillais à l'époque pour une société d'informatique, donc j'ai été dans les premières à avoir Internet, et que mon correspondant aux États-Unis, sa femme, était responsable d'un groupe sur l'agressivité chez le chien. Et donc j'ai commencé à avoir des interlocuteurs qui me disaient « mais tu as lu Karen Pryor, je ne savais pas qui c'était, tu as lu les chiens, comment ça, Don't Shoot the Dog, non, tu as lu du Jan Dunbar, non, je ne savais pas que c'était. Et du coup, elle m'a envoyé des gros paquets de livres en anglais à lire. On n'en parlait absolument pas en France. Et là, j'ai découvert quelque chose de totalement différent en me disant, mais c'est tellement évident qu'il faut cette connaissance de ce qu'est le chien, qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête. Et donc, en fait, c'était toute cette idée de former, comme mes clients dans l'industrie. Bon, il y a une procédure, c'est pas très poli, mais il y a une procédure en informatique qui s'appelle la procédure RTFM, c'est grossier, c'est dit, lisez le foutu manuel. C'était un petit peu la même chose pour les chiens, je me disais, mais avant d'exiger telle ou telle chose, essayez de comprendre d'abord comment c'est possible, pourquoi, avant de savoir le comment. Et donc aussi, dans ton livre, tu abordes aussi les origines du chien, sa domestication, son développement, la création des races, notamment on parle aussi du livre des origines françaises, mais tu donnes aussi divers conseils d'éducation et de comportement. Tu insistes aussi sur le développement émotionnel. Du chiot. Oui. Et quelque chose que je trouve vraiment important, cette histoire d'émotion chez le chien, ça a été nié pendant très longtemps, et alors que c'est vraiment à la base du développement du chien et du comportement du chien. C'est vraiment ces émotions qui le dirigent, et il y avait une phrase que j'avais entendue, que j'avais beaucoup aimée, les chiens ont des émotions cristallines, c'est-à-dire qu'elles sont très isolées, pures, et ils réagissent à ces émotions, ils réagissent immédiatement selon l'émotion. Ils ne réagissent pas en fonction de construction mentale, ils réagissent à ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment mettre en lumière, parce que pendant très longtemps, on a nié à l'animal la possibilité d'avoir des émotions. Et ça, non, le chien a des émotions. Que ce soit les mêmes que nous, on va donner les mêmes mots parce que c'est ce qu'on peut comprendre le mieux, et on donne les mêmes mots aux choses qui ont des manifestations physiologiques semblables. C'est-à-dire, quand on a peur, nous humains, on a le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration qui s'accélère, et les mains moites et les pieds poites. Le chien a exactement les mêmes choses, le rythme cardiaque, etc., les données physiologiques. Il faut bien voir que l'émotion, c'est constatable physiologiquement, ça se chiffre, ça se mesure.
pas du tout comme je dirais que le sentiment, c'est quelque chose de très intellectuel, d'abstrait, etc. L'émotion, c'est du concret, ça se mesure. On mesure la température, le rythme cardiaque, etc. et on voit les émotions chez l'animal. Et au niveau du développement du chiot, il apprend cette différence d'émotions. Alors, à la naissance, on ne peut pas tellement mesurer, on ne sait pas trop, parce que c'est des petites quenelles et puis c'est pas évident. On sait que dans les premières semaines de vie, le chien va par exemple découvrir l'appréhension et sa façon de surmonter l'appréhension. On sait que ça va se repasser plusieurs fois au cours de l'existence du chien, bon, une fois vers 10 semaines aux environs, une fois vers 4 mois plus ou moins, et une autre fois vers 10 mois. Et il y a beaucoup de maîtres de chiens qui ne se rendent pas compte qu'ils prennent un chiot au moment où cette construction de l'émotion est en pleine effervescence. Et donc du coup ça peut causer problème en fait. Ah tout à fait, tout à fait. C'est un des gros problèmes que j'ai pu voir en discutant avec des éleveurs de beaucerons. Par exemple, le beauceron est un chien très sensible et vers 10 mois, il a une période où ses émotions d'appréhension, de timidité, de peur sont très importantes. Et les maîtres doivent être prévenus. Ils n'ont pas un chien peureux, ils ont un chien qui traverse une phase un petit peu déstabilisé dans son développement. Mais ça va revenir après, sauf si on fait des gaffes. Et là, le problème. Donc il faut essayer justement de comprendre déjà un peu. Il faut comprendre voilà. ce que le chien traverse. Alors, on a beaucoup travaillé pour l'enfant, par exemple. On a dit, oui, voilà, il y a les terreurs nocturnes de l'enfant, il y a l'étape du non, etc., etc. Mais c'est un petit peu vexant, mais l'enfant, l'humain et le chien, c'est tous des mammifères supérieurs. Et notre développement suit des lignes et des trajectoires, je ne dirais pas les mêmes, mais comparables. Au niveau de l'émotion qui est au niveau des émotions, voilà. Oui. Donc tu fais aussi la différence entre la sociabilisation et la socialisation. Oui, c'est un de mes grands dadas, effectivement. Alors, sociabilisation, c'est une construction, c'est un néologisme qui a apparu, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une grosse différence entre un individu social et un individu sociable. Bon, quelqu'un qui est sociable, c'est un trait de tempérament, il aime aller voir les autres, il est extraverti, etc. Vous avez des chiots comme ça, et puis vous avez des chiots qui sont plus timides. Ce qu'on veut de l'animal, c'est qu'il soit social, c'est-à-dire qu'il puisse vivre en société, c'est-à-dire qu'il puisse vivre tout à fait normalement quand il y en a d'autres autour. Pas forcément qu'il aille forcément jouer avec tous les chiens qu'il rencontre, ni qu'il aille se faire papouiller par tous les humains qu'il rencontre, ni les fuir, ni leur sauter dessus. Et c'est un problème qu'on rencontre assez fréquemment maintenant, de gens qui pensent, qui ne cherchent pas à socialiser, mais qui veulent absolument sociabiliser, et qui prennent petit Yuki, qui a 3 mois, qui le tirent par la laisse pour qu'il aille jouer avec le gros chien qui est là, sauf que le gros chien qui est là, lui, il est en train de signaler, si tu t'approches, je t'en colle une, parce que j'ai 10 ans, j'ai de l'arthrose, et je n'ai pas du tout envie de me faire embêter par un jeune péteux, prétentieux, je ne sais pas. Et les maîtres continuent à insister. Qu'est-ce que vous voulez que le petit chien comprenne dans sa société de chiens? Il a un chien qui lui fait des signaux, qui lui dit quelque chose, et il a un maître qui lui dit exactement le contraire. Et à partir de là, soit le chien va obéir au maître, et il va se prendre une ratatouille, il n'aura absolument rien fait de mal, mais il sera allé contre ce que le grand chien lui disait. C'est normal à ce moment-là que ça se passe mal, et le chien va devenir éventuellement peureux ou plus du tout sociable, d'accord? Ou bien en sens inverse, c'est des petits chiens à qui on fait dire bonjour à tout le monde dans la rue, et puis après ça, vous avez les mêmes patrons qui reviennent après en disant « Ah bah oui, mais il saute sur tout le monde !» Oui, effectivement, c'était très mignon quand il avait 2 mois, 3 mois, qu'il était une petite boule de fourrure grosse comme ça. Maintenant, quand il fait 40 kilos et qu'il pose les 2 papates bien boueuses sur les épaules de tout le monde, dans la rue, au marché ou n'importe où, ou à la sortie des écoles, eh ben, ça fait un scandale. Et là, c'est uniquement une confusion entre ces deux mots. L'un qui a une valeur et une signification qui est socialisée, apprendre à vivre en société, et l'autre qui n'a
plus de signification, qui est une fabrication qui est sociabilisée. Imaginez un enfant qu'on éduquerait en l'emmenant dans le métro en disant maintenant tu vas faire la bise à tout le monde, hein. Tu vas aller faire la bise à tout le monde, et puis tout le monde a le droit de te toucher les cheveux, c'est absolument impossible, on ne le supporterait pas. Alors pourquoi est-ce que tu réfutes justement la théorie de la dominance? Alors là, il y a deux raisons qui me paraissent des évidences. La première, c'est qu'on est en train de se tordre la tête pour essayer de comprendre depuis combien de temps le chien a été domestiqué. Ça varie selon les auteurs de 60 000, 30 000, 15 000 ans. Bon, admettons, même si au plus court, admettons que ça fasse 12 000 ans que le chien est domestiqué. Si vraiment, depuis 12 000 ans, le chien cherchait à être calife à la place du calife et à détrôner l'humain, pourquoi est-ce qu'on aurait gardé cette saleté à côté de nous dans tous nos foyers? C'est absolument illogique. Soit c'est qu'on est nul et qu'on a perdu et qui sont les maîtres du monde, soit on les aurait éradiqués. Ça ne tient pas la route. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est montrer à un chien qu'on est son dominant. Alors, déjà, essayez de me retrouver le nonos planqué dans la terre que vous avez laissé le mois dernier, rien qu'avec votre nez. Ensuite, creusez avec vos petites mains pour le récupérer. Et puis ensuite, essayez de faire la course avec les chiens du quartier pour le garder, votre nonos. Et d'un seul coup, on va voir la supériorité humaine sur le chien. Ils vont 8 fois plus vite que nous. Ils sentent 32 fois mieux que nous. Ils y voient la nuit, pas nous. Ils entendent des choses dont on n'a même pas idée, puisque en fait, nous, on est à peu près limité à 20 000 Hz. Eux, ils entendraient jusqu'à 60 000 Hz. C'est-à-dire les chants des souris, etc. Tout ça, ça n'a pas de secret pour eux. Et ils viendraient dire « Ah, toi, tu es mon Dieu et mon dominant parce que tu es beaucoup mieux que moi. » C'est aberrant. C'est totalement aberrant. En plus, alors, ça c'était déjà l'idée du départ au moment où j'ai écrit le livre. Depuis, on s'est rendu compte que le merveilleux modèle du loup et de la hiérarchie chez les loups et de la dominance chez les loups, c'était en fait simplement une organisation familiale. Donc papa loup, maman loup et les louves qui sont restés en famille, les loups adultes s'en vont. Il n'y a pas du tout l'idée de cette lutte sans fin qu'on a voulu nous faire croire, qu'on a vue chez des loups captifs. Alors effectivement, on peut tirer nos manuels de pédagogie de la vie des humains enfermés dans les centrales ou dans les prisons de France. C'est peut-être pas très bon non plus. Donc non, cette histoire de dominance, c'est hiérarchie et dominance, ça ne tient pas la route face à l'observation. Qu'après, il y ait, je parle bien de la théorie de la dominance stabilisée, qu'après il y ait des rapports pour une ressource à un instant donné, entre deux animaux de la même espèce qui correspondent à des lois de dominance et de soumission, oui, mais enfin, je vais dire, vous faites la même chose quand vous jouez aux échecs ou quand vous jouez aux dames. Il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Oui, c'est pas la peine d'utiliser les mots en dehors de leur contexte. Il n'y a pas de tempérament dominant, il n'y a pas de dominance dans l'absolu. Il y a des situations où il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Après, pour les humains, il y a un mot qui manque, dont on n'entend plus du tout parler, c'est l'autorité. L'autorité, c'est pas la hiérarchie, c'est pas le fait de taper, c'est pas le fait de se fâcher, c'est le fait d'être stable et bien dans sa tête et de dire j'ai demandé quelque chose, tu le fais, c'est tout, il n'y a pas besoin de hurler, il n'y a pas besoin de taper, on dit tu le fais. Et puis la plupart du temps, quand on est bien convaincu, ça se passe. Il n'y a pas besoin d'aller se réfugier derrière des choses. Par contre, c'est très très commode, c'est très très commode d'avoir la théorie de la dominance. Un chien qui n'obéit pas, c'est qu'il est dominant, c'est de sa faute. Il n'y a plus besoin de se remettre en question. On ne se demande pas si on a bien demandé, s'il a compris, s'il a eu le temps d'apprendre, de comprendre, ou s'il a simplement la capacité physique. Non. On range, c'est lui qui n'est pas bien, etc. Et puis quand on a un chien qui obéit bien, et qu'on peut dire, ah, il est dominant, mais il obéit, quand même, ça vous pose son maître d'être arrivé à mater la bête. Bon, c'est plutôt du côté de l'humain qu'il faudrait se poser des questions. Pourquoi cette histoire de la dominance, de la théorie de la dominance, pourquoi est-ce qu'elle a eu un tel succès? Parce qu'elle vient combler un petit problème d'ego humain.
principalement. Ça pose réellement un gros souci aujourd'hui, justement, cette histoire de dominance. Ben, à partir du moment où la dominance va très souvent de pair avec des méthodes coercitives, avec des punitions totalement incomprises et avec une rupture du lien de confiance avec l'animal, oui, ça pose des gros problèmes puisque on va avoir des animaux qui vont virer vers l'agressivité par incompréhension. Et après ça, c'est un cercle vicieux. La punition marche sur le moment. Il faut déjà savoir une chose, c'est qu'une punition, il va falloir monter crescendo, ou alors il faut vraiment laisser le chien sur le carreau, bon d'accord, mais il va falloir monter crescendo, ça n'est jamais fini. C'est un cercle vicieux. Donc si on rentre en confrontation avec son chien, on n'est pas sûr de gagner. Et dans le livre, en fait, aussi, tu parles également d'anthropomorphisme, c'est-à-dire la tendance à attribuer au chien des caractères propres à l'homme, notamment la notion du bien et du mal. Oui, alors effectivement, cette idée d'anthropomorphisme, il y a plusieurs degrés. Je suis assez surprise de voir que maintenant c'est devenu une espèce d'accusation en disant les théories de la hiérarchie, etc. Il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, il faut que le chien reste à sa place. À partir du moment où on commence à me parler de punition, de fessée, de journal, de collier électrique, etc., ça veut dire que le chien serait capable de faire le lien de cause à effet, ce qui est justement une caractéristique humaine, ce qui est justement l'anthropomorphisme. Donc là, à partir de là, on a un gros problème parce que je réfute une grande quantité de reproches qui sont faits sur l'anthropomorphisme. Ça peut être utile, l'anthropomorphisme, déjà, parce que quand vous regardez une coupe de cerveau, je vous mets au défi d'arriver à vraiment identifier qu'est-ce qui est un cerveau canin et qu'est-ce qui est un cerveau humain. Les structures sont tellement les mêmes qu'on ne va pas savoir. Les neurotransmetteurs sont les mêmes, les développements sont les mêmes, et le système nerveux est très très proche. Je suis désolée parce qu'il y en a peut-être que ça va vexer, mais on est au point de vue développement, au point de vue neurologique, relativement proche. Je viens de voir passer des travaux de Topaz qui, déjà dès 2002, disaient que les chiens étaient capables d'imiter les actions humaines. Or, on l'a complètement, à l'époque, c'était totalement nié. On ne pouvait pas accepter l'idée que le chien était capable d'imiter. On nous a parlé du lobe frontal, de machin, des concepts et compagnie. Donc, l'anthropomorphisme comme explication de certains développements, je trouve que c'est pas si mauvais. On doit tout autant éviter de tomber en plein dans l'anthropomorphisme que de tomber dans l'anthropocentrisme en disant ce sont des animaux totalement différenciés de nous qui sommes des humains, parce que nous on est tellement au-dessus. Bon, il se trouve que on a pensé pendant un temps qu'on avait les émotions et pas eux, on s'aperçoit qu'ils ont tout autant les émotions. On a ensuite dit c'est la conscience, le substrat de la conscience a été prouvé en 2012 par je sais plus, comment s'appelle le truc de Cambridge. Donc, maintenant, on va arriver de plus en plus, on va trouver de plus en plus de choses sur eux et se rendre compte que l'anthropocentrisme de leur donner des sentiments de bien et de mal, c'est peut-être dangereux pour le moment parce qu'il n'est pas du tout certain, il n'est pas prouvé qu'ils puissent avoir cette notion de morale. Donc, que nous humains avons, que nous humains développons avec l'éducation. Parce que l'enfant n'a pas la notion du bien et du mal, et on va encore plus loin, cette notion de bien et du mal, elle est culturelle et elle dépend des civilisations, elle dépend des peuples. Et il y avait un film avec, je ne sais plus qui était l'acteur, c'est un ancien film où un missionnaire part dans le Grand Nord et les Inuits, pour l'honorer, lui font la règle de politesse locale, c'est-à-dire qu'ils lui prêtent une femme. Ce qu'il refuse, bien évidemment, et ça se termine dans un bain de sang. Ça donne quand même une assez bonne idée de la relativité de la notion de bien et du mal. Et qu'à partir du moment où on commence à parler de bêtises pour un chien, on est déjà dans le jugement du bien et du mal. Donc, c'est de l'anthropomorphisme. Parler de bêtises, c'est
à fond de l'anthropomorphisme. Mais après ça, dire qu'ils sont pas capables d'attachement, c'est faux. Ils sont tout à fait capables d'attachement, exactement au même titre que tous les petits mammifères. Donc un chien est, de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, un chien est considéré comme un être à part entière maintenant. Il est quand même enfin. Tu peux même dire sensible. Oui, voilà, c'est un être sensible. C'est un être sensible, et à l'heure d'aujourd'hui, les gens les prennent vraiment comme leur famille en fait. Ils font partie de la famille en soi. Ou, pas tous, parce que il faut quand même voir que la population canine, si on parle de la population canine mondiale, le nombre de chiens de famille est quand même extrêmement faible par rapport au nombre de chiens de village, aux chiens errants et aux chiens retournés à l'état sauvage. Et il diminue. Et elle diminue. En France, elle diminue. France. On est en train de s'orienter vers les chats. Mm. Mais de la même façon, on voit le chat évoluer. Hein. De l'animal territorial et solitaire que l'on décrivait il y a 20 ans, on est en train de se dire que c'est étonnant, mais à force de vivre auprès de l'humain, les chats développent de nouvelles compétences. C'est vrai. Ils deviennent sociaux, ils peuvent vivre ensemble et leur territorialité commence à être très très fortement remise en cause. Donc je me demande si on sait exactement ce qu'on fait avec les animaux. Plus on avance dans les neurosciences, plus on voit le développement du cerveau, plus on voit l'évolution du développement du cerveau, plus je me dis, mais le chien de famille, celui qui a un nom, qui vit avec nous depuis tout petit, reçoit de telles sollicitations qu'on ne peut absolument plus parler d'une espèce, on parle d'un individu. Et je pense que si on prenait, un truc horrible, mais si on prenait des enfants humains et qu'on les faisait vivre dans les conditions des chiots qui naissent dans des fermes à chiens, comme on en a en France aussi, hein, la place pour 600 reproducteurs, je me demande quel est le contact que peuvent avoir les petits. Si on faisait naître des enfants dans ces conditions-là, et qu'on les déplaçait, qu'on les faisait adopter à 2 ans par des gens qui n'ont absolument aucune compétence, qu'est-ce qu'on obtiendrait comme individu? Comment est-ce qu'on pourrait juger de leur développement et de leur intelligence? C'est une question ouverte pour le futur. Qu'est-ce que les chiens vont devenir? Elle, qui étudie à l'heure actuelle cette chienne dont le nom est Betsy, c'est un pseudo Betsy, parce que les maîtres n'ont pas voulu qu'elle soit connue. Betsy est capable de reconnaître des objets sur photo et d'aller chercher l'objet correspondant, ou en miniature et d'aller chercher l'objet correspondant, ce qui est une compétence que l'enfant acquiert après 2 ans et demi. Normalement, c'est acquis à 3 ans, ça ne l'est pas à 2 ans et demi. Et donc, Betsy est capable de différencier 40 objets comme ça, et c'est pas du dressage, elle est capable de le faire. Et elle explique, elle dit, et moi je suis rentrée à la maison, et j'ai essayé avec mon chien, il m'a regardé, il m'a fait... Et c'est pas tous les chiens. Ce chien-là, de la même façon que Rico et ses 400 mots, tous les chiens ne sont pas capables. À quel lecteur peux-tu conseiller ce livre? Je dirais à toute personne qui a l'intention d'avoir un chien, à toute personne qui s'intéresse aux chiens et à toute personne qui a un chien. Non, j'ai beaucoup de plaisir parce que j'ai plusieurs éleveurs qui le donnent en même temps que le chiot. Et ça me fait vraiment très 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 plaisir. D'abord de leur confiance, c'est une première chose. Et ensuite de me dire que bon, peut-être que si les gens lisent le livre avant d'avoir les problèmes, ils n'auront pas les problèmes. C'est très difficile quand on est mis au défi. Ça m'est arrivé encore récemment, mais avec cette idée de respect, de respect des émotions, etc., etc. Comment on fait avec les chiens difficiles? Le problème, c'est que pratiquement, il n'y a plus de chiens difficiles. Quand on est arrivé à avoir le respect et la confiance, il y a une espèce d'adaptation réciproque qui se fait, et on n'est plus du tout dans les mêmes cadres absolument dramatiques qui nécessitent 2 colliers étrangleurs et un petit coup d'électricité entre les oreilles. Donc tu as aussi écrit un autre livre en fait? Oui, tout à fait, mais là c'est le versant, c'est l'autre côté. Autant Planète Chien est le manuel qui s'adresse à la partie raisonnée de l'humain, autant là le manuel c'est pour essayer de faire vivre à l'humain ce que le chien peut percevoir. C'est expliqué, c'est la vision du chien.
Donc je pense qu'en partageant cette vision de la vie du chien, en se mettant à la place du chien, en ayant une vision, ce que je dis des fois c'est à 50 cm du sol, ça peut permettre de ressentir beaucoup mieux que quelque chose de plus intellectuel en disant voilà, petit 1, grand 2, etc. Il y a des gens que ça peut rebuter, alors que le roman, qui plus est, je sais qu'il a été utilisé dans différentes écoles parce qu'il est lisible à partir de 8-9 ans, sans problème. Il n'y a rien de... Des fois un peu triste, mais comme la vie de ce chien est triste. Et puis j'ai des souvenirs de Michael Chien de cirque. Qu'est-ce que j'ai pu pleurer sur Michael Chien de cirque étant petite, vraiment. Pareil. Et j'essayais un petit peu de... Pourquoi un collet? Ben justement parce que c'est le collet du Box 34 et c'est pas la scie. C'est pas un personnage bidon, c'est rien que des vraies anecdotes de différents chiens et de différentes personnes, de différentes amies qui se sont reconnus. Et j'ai même quelqu'un qui m'a écrit un jour en disant « Oh, j'ai reconnu le parc, je sais où c'est, je me rappelle du chien qui était dedans. » Et c'est tout prêté à un seul personnage, mais ce sont des anecdotes vécues par les uns, par les autres, et tout ramené bon, pour une cohérence du récit, parce que sinon ça aurait été une suite de petites nouvelles un peu embêtantes, quoi. Tandis que là, on voit tout le déroulement de la vie de ce chien. C'est une biographie de chien. Et ben c'est d'une complexité d'arriver à se mettre à 50 cm du sol en disant je regarde ce qui se passe, je décris ce qui se passe, j'oublie, j'essaye de rester au maximum dans ce qu'on sait. C'était un sacré exercice. Je me suis bien amusée, ça m'a occupé un bon moment. C'était la suite d'une discussion autour d'une pizza en disant ouais, tous les manuels du monde, personne ne les lira si on écrivait. Si tu écrivais un roman, je l'ai fait. Et vraiment, ça, j'en suis très fière de ça. Bah, merci beaucoup Joël de nous avoir accordé un peu de temps pour tes 2 livres. Mais c'est moi qui vous remercie tous de m'avoir reçu. C'était un bon moment. Merci beaucoup. Et nous, bah, je vous dis à bientôt sur Chien Heureux Mode d'Emploi. Vous pouvez aussi retrouver le site internet et les livres de Joël Cavrivière en dessous de la chaîne YouTube. Et vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube en s'abonnant juste ici. A plus tard! Je ne sais pas s'il est dans le cadre. Elle est contente, elle sourit en plus.